Dans l'aube brumeuse, les silhouettes du cavalier et de sa monture se fondaient dans le paysage. La lune veillait encore, tandis que le soleil, enveloppé dans une couverture de nuages gris et cotonneux, rechignait à apparaître, s'accordant un dernier instant de sommeil. Le martèlement monotone et feutré des sabots n'éveillait pas les rares habitants du bosquet qui, suivant l'exemple de l'astre diurne, continuaient à sommeiller. Rockwold, solidement installé sur sa selle, laissait son regard errer sur les ombres des charmes, attiré par l'intrication des lierres qui serpentaient entre les troncs. Ses cheveux en bataille, d'un gris cendré, avaient depuis longtemps oublié la caresse d'un peigne, et sa barbe broussailleuse aurait aisément pu dissimuler un écureuil. La peau mate de son visage était parcourue de rides, mais il n'avait pourtant pas l'air d'un vieillard. Dans ses yeux bruns pétillait une lueur jeune et téméraire. Son gilet de peau laissait deviner la musculature de son propriétaire, et son ensemble était complété par un pantalon de cuir orné de franges. Tout observateur, un tant soit peu attentif, aurait immédiatement remarqué quelque chose d'étrange chez Rockwold. Il humait l'air sans cesse, tournant brusquement la tête comme si, d'un instant à l'autre, elle allait lui être arrachée. Bientôt, le paysage monotone laissa place à une vision nouvelle. Derrière les imposantes branches d'une rangée de hêtres, un château émergeait de la brume. Ses puissants remparts, sans le moindre doute, étaient en l'œuvre de mains naines. Son donjon vertigineux frôlait le ciel, comme s'il voulait exhiber au monde son étendard rouge et or. Entre les créneaux, on distinguait des lueurs, des gardes avec des torches, songea le cavalier. Cependant, tous les gardiens n'étaient pas aussi vigilants. Près de la porte renforcée d'acier, une paire de sentinelles dormait profondément. L'un, un vétéran grisonnant aux moustaches pendantes semblables à des glaçons, s'était installé sur un tonneau de bière, tandis que son jeune compagnon, un garçon fluet, s'appuyait contre le manche de son hallebarde. Rockwold les examina avec scepticisme. L'armure du vieil homme était dans un état acceptable, mais le jeune devait se contenter d'une cotte de mailles trouée. Quant à leurs casques cabossés et grossiers, même un orque n'en aurait pas voulu. Leurs bottes, usées jusqu'à la corde, laissaient entrevoir des clous menaçants. Tout sauta le visiteur d'un ton sec. « Hein? Quoi? Où ?» s'écria le jeune soldat, sursautant violemment. Son compagnon claqua des lèvres et ouvrit les paupières avec une lassitude manifeste. « Qui es-tu » demanda-t-il, les yeux exorbités. Rockwold resta silencieux, un sourire rusé flottant sur son visage. « Dégage !» gronda le vieux garde en brandissant une masse derrière son tonneau. « Le duc ne reçoit personne. L'auberge est à 10 lieues vers le sud. » indiqua aimablement le jeune soldat. Le vétéran lança un regard furieux à la cotte de mailles en lambeaux de son collègue. Encore un peu, et il lui aurait percé de nouveaux trous, rien qu'avec ses yeux. « Pourquoi tu te donnes la peine d'être poli avec le premier vagabond venu? Tu veux pas lui danser une polka, tant que t'y es ?» Il jeta un regard méfiant à Rockwold avant d'ajouter « D'où tu sors un cheval pareil, toi? Je suis sûr que t'as pas vu un bain depuis un an. »« Un bandit !» chuchota le jeune garde en tremblant. Son compagnon attrapa un sifflet dans sa poche, mais avant même de pouvoir souffler dedans, il manqua de s'étouffer en voyant le cavalier entr'ouvrir son gilet de peau. Un médaillon d'argent en forme de tête de loup apparut, un emblème si imposant qu'il équivalait presque à un coup de hache entre les deux yeux. Skellevent, joueur, tambourinait à la fenêtre, cherchant à s'inviter au petit déjeuner. Les mets ne manquaient pas, mais personne n'osait laisser entrer l'intrus glacé. Mieux valait la chaleureuse compagnie de la cheminée de marbre aux veines bleutées, où dansaient des flammes ambrées, avides de dévorer les bûches que les serviteurs s'affairaient à alimenter sans relâche. « Les gardes ont été trop durs avec vous ?» demanda le duc Escobar avec curiosité. « Ne vous en faites pas, » murmura Rockwold. Il commençait à apprécier l'endroit. Le maître du château débordait de courtoisie. Cela ne se devinait pas immédiatement. C'était un homme robuste, à l'apparence sévère, mais qui avait un goût certain pour les manières élégantes. Sa barbe noire, taillée en carré, laissait souvent filtrer un sourire. 3 fois déjà, il lui avait promis de lui offrir une casaque aux poignets brodés d'or. La fille du duc, veuf depuis plusieurs années, ne détonnait pas dans le tableau. Bien que légèrement intimidée, sa beauté ne passait pas inaperçue. Sa longue chevelure blonde rappelait des fils de miel. Ses yeux bleu-bleuets capturaient le regard des jeunes hommes, et ses lèvres pleines semblaient réclamer un baiser. Sous sa robe de soie, agrémentée de dentelles et de volants, se devinait une silhouette des plus séduisantes. Cependant, même le charme de la jeune Diana ne surpassait pas l'intérêt de Rockwold pour la nourriture. La table menaçait de ployer sous l'abondance des plats, et il semblait même que les pieds de chêne craquaient sous le poids du festin. Ce qui attirait particulièrement son attention, c'était le porcelet rôti aux pommes, la venaison et le gibier. Les pommes de terre, mijotées avec leur sauce aux champignons, la salade de légumes et les lentilles témoignaient du talent des cuisiniers locaux.
Quant au choix des boissons, il était tout simplement impressionnant. Cidre, bière, punch, kva. Mais le visiteur avait une préférence marquée pour le vin chaud aux épices. Il vida un deuxième gobelet profond. Le serviteur, un garçon aux taches de rousseur, s'empressa de lui remplir un troisième. « Tu ne vas pas t'enivrer » fit une voix nasillarde depuis un coin de la salle. Rockvold grimaça. Il avait presque oublié l'existence du prêtre obèse. Sylvestre, vêtu d'une tunique orange, était assis en tailleur sur un tabouret bancal, à la manière d'une poule perchée sur son nid. Chauve et parfaitement rasé, il formait un contraste frappant avec le visiteur. Ses petits yeux couraient sur les murs lambrissés de bois sombre, tandis que ses mains serraient un exemplaire des Saintes Écritures. « Installez-vous à table, mon père, » suggéra Rockvold avec une pointe d'ironie. « Il y en a pour tout le monde. » Le clerc fronça les sourcils. Il aurait sans doute arboré la même expression si on lui avait proposé de prendre un bain dans un baquet d'ordures. « Je refuse de partager mon repas avec un rejeton de la nuit, » balbutia Sylvestre. « Ma présence incommoderait-elle donc le serviteur du Très-Haut » demanda l'invité en plissant les yeux tandis que ses crocs s'enfonçaient d'un claquement sec dans un gigot de porc. « Bien entendu » s'exclama le prêtre, indigné. « Tu devrais te considérer heureux que ta diabolique engeance soit placée sous la protection des mages. » Rockvold, après un instant de réflexion, prit une pause faussement philosophique. « Si je suis une créature si abominable, je vais m'en aller sur le champ. »« Non, non !» Le duc bondit comme si on venait de le piquer. Sa main, d'un geste mécanique, s'abattit sur l'épaule de Rockvold avant de se retirer précipitamment. « Je vais chercher de l'eau bénite, » annonça le clerc. « Ce ne sera pas nécessaire, » articula difficilement l'aristocrate, qui néanmoins frottait nerveusement sa paume contre son pantalon. « Ce n'est pas contagieux, » le rassura l'invité. « As-tu reçu l'avance » Escobar fit un effort visible pour orienter la conversation dans une autre direction. « Oui. » Rockvold tira une bourse bien garnie de sa poche, et les pièces d'or tintèrent en tombant sur la table. 100 pièces. Le reste à la fin du travail. Parfait. Le maître du château marqua une pause, puis reprit d'une voix plus faible. Ne me prends pas pour un idiot. C'est juste que... Cela me met mal à l'aise. Comprends-moi, d'ordinaire, je n'ai pas affaire à des gens comme moi. Rockvold haussa un sourcil. Allons, appelez les choses par leur nom. Un loup-garou, voilà ce que je suis. À quoi bon ces tournures détournées? Soit, concéda le duc à contre-cœur. Un loup-garou, alors. Il prit une gorgée de vin avant de poursuivre. Jusqu'à présent, je n'avais jamais eu besoin de recourir à des services comme les tiens. Dieu m'avait protégé. Amen, intervint pieusement le prêtre. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Mâchant un généreux morceau de viande, l'invité demanda. Puis-je enfin savoir de quoi il retourne? Je n'ai pas compris grand-chose. Ton messager était incohérent et n'avait qu'une hâte, s'en aller. Et il avait bien raison, glissa Sylvestre avec une pointe de sarcasme. D'un seul regard, le loup-garou manqua de faire basculer le prêtre de son tabouret. Les doigts du religieux se crispèrent sur la couverture de cuir embossée de son exemplaire des Saintes Écritures. « N'en faites pas trop, mon père, » rit Rockvold. « Vous allez finir par déchirer votre petit livre. »« Bâtard !» L'injure de Sylvestre ne fit qu'élargir le sourire sarcastique de l'invité. « J'insiste, donne-moi les détails, » reprit le loup-garou en se tournant vers Escobar. Après une série de soupirs et de reniflements agacés, l'aristocrate finit par expliquer. « Vois-tu, il y a un mois, quelque chose d'horrible s'est produit dans le château. Et pourquoi, je te le demande, fallait-il que ce soit chez moi ?» Il se lamenta à voix haute. « Cela aurait été bien mieux à Imergar. Ce baron est un véritable scélérat. Il maltraite les paysans, se livre à la contrebande. » Il baissa d'un ton avant d'ajouter. « Et il s'amuse avec de jeunes filles. »« Hérétique !» s'écria le clerc, le visage en feu. La révélation semblait l'avoir ébranlé jusqu'au plus profond de son âme. « Je vais en avertir l'archevêque sur-le-champ. Ils le pendront par ses parties, je vous le garantis. »« Inutile !» rétorqua Escobar, calmant aussitôt les ardeurs du religieux. « Et pourquoi donc ? À Imergar, ils ont de quoi nous compromettre. »« Comment ?» Sylvestre en resta bouche bée. « Mais moi, je suis aussi pur devant le Créateur qu'un enfant. » Il se signa avec emphase. « Vous voyez, tout le monde voit, le tonnerre ne m'a pas frappé. »« En réalité, ce n'est pas le tonnerre qui foudroie, mais l'éclair, » rectifia calmement le loup-garou. Pour éviter une querelle ouverte, le clerc préféra céder. « Nous nous égarons. Duc, poursuivez. » Tandis que l'aristocrate remuait distraitement les lentilles dans son assiette, Rockvold aperçut l'éclat malicieux dans le regard de Diana. « Elle a aimé la manière dont j'ai remis le père à sa place, » pensa rapidement le loup-garou. « Cette fille est futée. Si elle lance déjà des œillades à un monstre, elle brisera bien des cœurs à l'avenir. »« Tu t'es endormi ?» demanda prudemment Escobar. « Je réfléchissais, » lâcha l'invité. « Cela fait 1 mois que nous ne dormons plus. Une bête s'est infiltrée dans les souterrains du château.
La nuit, elle rampe. Elle rugit d'une manière effroyable. Nous l'avons aperçue à 2 reprises, une créature abominable. Elle a une douzaine de cornes et une gueule si vaste qu'elle pourrait avaler un homme tout entier. Heureusement, jusqu'ici, le Seigneur nous a épargnés et personne n'a été blessé. « Gloire au Très-Haut !» déclara Sylvestre avec ferveur. Personne n'a réussi à chasser le monstre. 2 chevaliers de passage ont failli en mourir de peur. Ah, quel malheur, quel malheur! Mes fidèles gardes ont également pris la fuite. Il ne me reste plus que quelques incapables. « Je les ai vus !» murmura Rockvold, se remémorant le duo planté près de la porte. « Il ne me reste plus qu'à compter sur toi. »« Et pourquoi le père ne t'aide-t-il pas ?» L'épaisse arcade sourcilière du loup-garou se souleva avec espièglerie. « Un peu d'eau bénite et l'affaire est réglée. »« Ne sois pas sarcastique, rejeton des ténèbres, » s'indigna le clerc. « Comme si tu ignorais qu'après les enchantements des mages, l'eau bénite n'a plus aucun effet sur les créatures de chair et de sang. Si la bête était une illusion ou un spectre, je l'aurais chassée en un instant. Mais ainsi, c'est impossible. As-tu au moins essayé ? Évidemment, en vain, même le signe de croix ne fonctionne pas. Et cette créature est-elle si terrifiante ? Effroyable, lâcha laconiquement le clerc. Le silence qui s'ensuivit fut rompu par le duc avec une certaine hésitation. Si ce n'est pas indiscret, sous quelle forme comptes-tu affronter le monstre ? Nous verrons bien, répondit Rockvold sans grand enthousiasme. Il pouvait déjà sentir, dans un frisson, comment les griffes s'enfonceraient avec plaisir dans sa chair, comment l'essence bestiale s'emparerait lentement de son être. Puis-je poser une question ? La douce voix de Diana parvint aux oreilles de Rockvold, perçant la brume de ses sensations. Qu'est-ce qui intéresse une si charmante jeune fille ? L'invité sourit, satisfait que sa voix sonne naturelle, sans la moindre trace du hurlement du loup. La réputation de la dualité des loups-garous court le monde depuis des temps immémoriaux. C'est vrai. En effet, je peux prendre la forme d'un redoutable prédateur. Un sourire, ou peut-être une grimace fugace, effleura son visage hâlé. Je ne parlais pas de cela, répliqua la jeune fille d'un ton cinglant. Je parlais de la dualité de votre caractère. L'arrogance s'effaça aussitôt du visage de l'invité. Tu es plus perspicace que je ne le pensais, observa Rockvold. De quoi parlez-vous ? S'inquiéta le duc. De rien. Les yeux du loup-garou allèrent du père à la fille, avant qu'il ne confesse. On nous traite souvent de menteurs, on nous accuse d'être volatiles, de rouler les autres dans la farine. Puis, avec une politesse inhabituelle chez lui, il ajouta « Si vous doutez de ma capacité à accomplir la tâche, très estimée Diana, je me retire immédiatement. » Je n'avais aucune intention de vous offenser, s'empressa de le rassurer la jeune fille, sa voix résonnant comme un tintement de clochette. Une grande comédienne, pensa Rockvold. La jeune duchesse a raison, intervint le clerc. Même les mages n'ont jamais réussi à extirper de l'âme des loups-garous leur penchant pour la tromperie. Ah, donc j'ai une âme, ricana l'invité. Et pourtant, selon vous, je suis un enfant de la nuit. Sylvestre resta figé, aussi abasourdi que si l'archevêque l'avait surpris dans sa cellule en galante compagnie d'une nonne dévêtue. Mon père, ne vous troublez pas tant, ironisa Rockvold. Que Dieu vous préserve, vous allez finir par tomber de votre tabouret. Je ne peux pas supporter d'être en présence d'un tel menteur, s'emporta le clerc. Un menteur, moi ? S'indigna le loup-garou. Eh bien, soit. Descendez donc vous-même dans le sous-sol et chassez le monstre. Hors de question, rétorqua le religieux avec une moue ridée de dégoût. Autant que vous y alliez vous-même. Dans ce cas, je vous prierai de ne pas me traiter de menteur. Très bien, céda enfin le clerc, et le mot tomba, lent et pesant, comme s'il lui avait été arraché à la tenaille. Rockvold but une nouvelle coupe de vin, puis déclara « Il est grand temps d'aller rendre visite à votre monstre. » « Pourquoi m'est-il tombé une telle calamité ?» se lamenta le duc, enfouissant sa tête entre ses mains. Cela aurait été bien plus juste que ce soit ce maudit baron d'Imergard qui en pâtisse. Dans la pénombre du sous-sol, la vision lupine de Rockvold distinguait ce qu'aucun œil humain n'aurait pu percevoir. Les murs, glissants et couverts de mousse, lui soulevaient le cœur de dégoût. Les grilles de métal étaient au dérouillé, d'un brin sale, et des morceaux de céramique brisés jonchèrent le sol. Encore sous forme humaine, le loup-garou avançait dans le tunnel sinueux. Son odorat aiguisé détecta quelque chose d'inhabituel parmi les relents de pourriture et d'excréments de rats, une senteur ténue vaguement comparable à celle de l'arsenic. Une amertume d'absinthe envahit sa bouche. « Pouah !» renacla Rockvold comme un cheval. « Quelle horreur !» À chaque pas, ses instincts bestiaux grignotaient sa volonté humaine. L'essence du chasseur sauvage remontait à la surface. Un pelage commençait à lui pousser dans le dos, et ses mâchoires tremblaient d'impatience, prêtes à se refermer sur leur proie. Alors, à la lisière de son ouïe lupine, Rockvold perçut un son ténu. Le loup-garou se tapit, et en une fraction de seconde, il se retrouva sur 4 pattes. Son corps, souple et nerveux,
une arme parfaite pour tuer, absorbait la fureur comme une éponge absorbe l'eau. Rockvold aperçut enfin la créature. Rien d'étonnant à ce que la frêle garde du château ait pris la fuite. La vision avait de quoi glacer le sang. La tête du monstre était aussi massive qu'une charrette. Sa gueule, hérissée de crocs, laissait entrevoir une langue rouge qui se tordait comme un serpent. Ses crocs, longs comme un bras, luisaient faiblement dans l'obscurité. Il n'avait pas une douzaine de cornes, contrairement à ce qu'avait prétendu Escobar, mais 3 jaillissaient de son crâne. Pourtant, son visage rappelait vaguement un masque de théâtre. Sous ses yeux, des taches blanches, et sur ses joues, un rouge vif, presque outrancier. Rockvold n'avait pas l'intention de contempler la bête plus longtemps. Il bondit en avant de toutes ses forces. La créature, désorientée, recula brusquement, mais sa vitesse n'était en rien comparable à celle du loup-garou. La griffe de Rockvold traversa le crâne du monstre comme s'il n'était qu'une brume irréelle. Un hurlement strident déchira l'air. La tête cornue s'évanouit, projetant autour d'elle des lambeaux grisâtres. « Tu es complètement fou » grogna une voix. « Tu ne vois pas que c'est moi ?» Vêtu d'un costume vert et d'un haut de forme, un petit homme se débattait rageusement. Mais la griffe le maintenait fermement par le cou. Il peinait à relever la tête, et les reflets dans les yeux de Rockvold semblaient embraser sa courte barbe rousse. « Lâche-moi » sanglota le lutin. Le loup-garou le projeta contre le mur. Le choc résonna avec un bruit sourd et humide. « Avec plus de délicatesse, monstre » s'écria le petit homme. L'arnaque a été un franc succès, railla Rockvold en s'époussetant les mains. Ce pauvre duc nous a donné 200 pièces. Sans moi, avec ton cirque de pacotille, tu n'aurais jamais gagné autant en une année entière. C'est vrai, admit sans broncher son complice. L'illusion était parfaite. Tout le monde a eu la peur de sa vie. Le loup-garou demeura pensif un instant, murmurant « Mais je ne comprends toujours pas pourquoi les sorts ne se sont pas dissipés sous l'eau bénite de Sylvestre. » Le lutin esquissa un sourire narquois. « Encore à jouer ton double jeu ?» grogna-t-il. « Tu ne me trompes pas, tu ne me trompes pas. Tu sais très bien que ces prêtres sont aussi menteurs que vous, les loups-garous. Et leur foi, ce n'est rien de plus qu'un vacarme creux. » La meilleure réponse fut le sourire approbateur de Rockvold. « Et maintenant, que faisons-nous » demanda le lutin. « Nous devons rendre visite à Imergarde. Le baron d'ici a bien besoin d'un monstre dans ses cachots. » Un rire sardonique s'éleva dans les tunnels humides. Laissant derrière eux les murs du château, où la fumée paresseuse du matin s'attardait encore, Rockvold et son petit allié s'enfoncèrent dans la forêt. Leur route serpentait entre chênes et peupliers, dont les branches, dressées vers le ciel, ressemblaient à des griffes de monstres pétrifiés. Autour d'eux, la rosée scintillait dans l'herbe, et les plantes semblaient retenir leur souffle, attentives. Le lutin se frottait les mains avec satisfaction, lançant de fréquents coups d'œil à Rockvold. Il semblait que le chemin leur réservait de nouveaux dangers et que leur journée routinière se transformerait bientôt en une aventure palpitante. « C'est donc ce chemin-là » grogna le loup-garou en remuant légèrement les oreilles. « Tu en doutais » sourit l'autre. « Eh bien, d'après les rumeurs, c'est ici que commence la route vers Imergarde, si l'on en croit le duc. On raconte que la nuit, cet endroit n'a pas de repos, et le jour, il marqua une pause théâtrale. Eh bien, tu verras par toi-même. » Rockvold jeta un regard en arrière, scrutant les ombres diffuses d'entre les arbres. La forêt semblait s'animer. Le bruissement des feuilles formait une mélodie ténue, insistante, comme si quelque chose d'invisible appelait les voyageurs à avancer. Pourtant, malgré la tension qui flottait dans l'air, le loup-garou marchait d'un pas assuré. Bientôt, d'étranges bruits commencèrent à les suivre. Un croassement rauque, semblable au murmure d'une vieille commère, se faisait entendre çà et là. Les corbeaux, invisibles parmi les feuillages, semblaient épier chacun de leurs mouvements. « Ces oiseaux sont bien trop curieux », nota Rockvold en jetant un regard vers les branches voisines. Leurs becs effilés se dessinaient nettement dans la pénombre, se fondant presque avec l'obscurité. À cet instant, un appel retentit, clair et profond. Le son flottait entre les arbres, tantôt proche, tantôt distant, comme s'il glissait derrière les troncs. Rockvold avança, mais la voix l'incita à observer une silhouette furtive dissimulée entre les ombres. « Par ici » résonna-t-il au loin. Le lutin renifla d'un air méfiant, scrutant les alentours, avant de croiser le regard perçant de Rockvold. « Toutes les voix ne sont pas bien intentionnées » grogna le loup-garou, une pointe de sarcasme dans la voix. Mais l'étrange appel ne cessait de résonner. Il s'insinuait dans leurs esprits, encore et encore, comme si quelqu'un essayait de pénétrer leurs pensées. Cependant, avant qu'ils ne puissent prendre une décision, quelque chose apparut dans le ciel, une tache d'ombre, comme une brûlure dévorant lentement une feuille de papier. « Attention !» s'exclama Rockvold. Mais à peine eut-il le temps de finir sa phrase qu'une nuée de corbeaux fondit sur eux, avec une férocité déchaînée.
Les oiseaux battèrent des ailes frénétiquement, frappant leur visage, brouillant leur vision dans un tourbillon de bec et de serre. Le leprechaun fit un bond en arrière, grognant de douleur, lorsqu'un bec acéré lui entailla la joue, laissant une trace écarlate. Rogvold, protégeant son visage, se débattait parmi les volatiles, qui semblaient pris d'une frénésie incontrôlable. Leur croassement formait un vacarme assourdissant. Le ciel, obscurci par leurs ailes, s'assombrissait, et le sol sous leurs pieds paraissait s'effondrer, les aspirant lentement. Un instant plus tard, Rogvold sentit le sol céder sous son poids. Un marais, épais, visqueux, il les happait comme un piège perfide. La boue collait à leurs jambes, les enserrant comme des liens invisibles. Les corbeaux, comme si quelque chose les avait frappés, s'éloignèrent, un à un, disparaissant dans les ténèbres de la forêt. Reprenant à peine son souffle, Rogvold leva les yeux, et il la vit. Assise sur une branche noueuse face à eux se tenait une fillette, pâle, spectrale. Ses yeux brillaient faiblement dans la lumière déclinante. « Que nous veux-tu » siffla le leprechaun, maudissant cette forêt en une myriade d'injures. L'enfant plissa légèrement les yeux, les observant avec un intérêt impertinent. « Une mort terrible vous attend » murmura-t-elle d'une voix glaciale comme une eau de source en plein hiver. Rogvold sentit les poils de sa nuque se hérisser. Il retint à peine un grondement furieux, fixant intensément la fillette. Mais elle ne fit que lui rendre un sourire énigmatique. Comme en réponse à ces paroles, le marais resserra son étreinte autour de leurs jambes, les tirant plus profondément. « Hé, gamine, t'es pas un peu jeune pour jouer les prophétesses de malheur » railla le leprechaun, tentant de dégager sa jambe de la boue gluante. La vase gargouilla, mais ne le libéra pas, l'enserrant tel un étau d'acier. « Ça n'allégera pas votre fardeau » souffla l'enfant, un curieux amusement dans la voix. Ses cheveux sombres flottaient sous une brise imperceptible, et son timbre semblait provenir d'un endroit lointain, comme un écho insidieux, s'infiltrant dans leurs pensées. Personne ne ressort vivant d'ici. Rogvold inclina la tête, scrutant la silhouette étrange perchée sur la branche. « Et toi, tu as réussi à sortir » lança-t-il, sarcastique. La fillette pencha la tête sur le côté en guise de réponse, et dans son regard surgit quelque chose d'inhumain, un éclat qui trahissait une intelligence bien plus ancienne que son apparence juvénile. « Je fais partie de cette forêt » murmura-t-elle, comme si elle répondait à une question jamais posée. « Comme tous ceux qui y sont entrés un jour. » La forêt sembla frémir à ces mots. Les branches oscillaient sous un vent invisible, un murmure diffus emplissant l'air, volatilisant l'oxygène autour d'eux. « Ça ne me dit rien qui vaille » grogna le leprechaun, parvenant à arracher sa deuxième jambe à la boue au prix d'un effort si brutal qu'il faillit perdre son soulier. À peine s'était-il extirpé qu'un nouveau mouvement agita les ténèbres du sous-bois, éveillant une inquiétude plus sourde, plus viscérale. À nouveau, l'appel retentit, sourde résonance, aussi enveloppante que la brume. Cette voix, envoûtante et insidieuse, glissait dans leurs pensées, les attirant irrémédiablement vers le cœur du marais. « Tu entends ça » murmura le leprechaun, scrutant l'obscurité grandissante. « Oui » répondit Rogvold d'un ton grave, ses sens en alerte, comme une bête traquant une proie invisible. La voix se rapprochait, caressant leurs esprits d'un murmure ancien et funeste, révélant leurs peurs les plus profondes. Le leprechaun, livide, serra le manche de sa dague, un frisson parcourant son échine. Rogvold, lui, fronça les sourcils, son regard attiré par une faible lueur entre les arbres, rouge, ardente, semblable au reflet d'un crépuscule sanglant. La fillette, toujours perchée sur sa branche, suivait leurs moindres mouvements de ses yeux perçants. « Elle vous appelle, » souffla-t-elle d'une voix douce, inhumaine. « Ma maîtresse ne tolère pas les intrus, mais elle accueille chacun d'eux avec joie. » Le leprechaun pâlit encore davantage, tandis que Rogvold plissait simplement les yeux, son corps se tendant comme celui d'une bête prête à combattre. « Ta maîtresse » répéta-t-il avec méfiance. L'enfant acquiesça, sans un mot, son regard sombre et perçant ne quittant pas le sien. « Elle vous attend » murmura-t-elle encore. Un sourire léger effleura ses lèvres, et soudain, elle disparut, comme si elle n'avait jamais été là. Le silence s'abattit sur la forêt, lourd, oppressant, seulement troublé par le croassement lointain d'un corbeau. Le marais ne les retenait plus. Rogvold, après avoir pris une profonde inspiration, avança prudemment, ses yeux rivés sur les ténèbres mouvantes. « Écoute, peut-être qu'on ferait mieux de laisser cette sorcière tranquille. » Marmonna le leprechaun d'une voix rauque, scrutant nerveusement les alentours. « Comme tu veux, » répondit Rogvold d'un ton calme, bien que ses yeux trahissent cette lueur d'anticipation qui ne naissait en lui qu'aux prémices d'un combat. « Mais si tu fuis, ton sort sera encore pire. Les sorcières n'aiment pas qu'on leur résiste. » Le leprechaun déglutit en silence, hochant la tête malgré lui.
La forêt s'anima de nouveau, les branches se balançaient, donnant l'étrange impression qu'elles les observaient, attendant leur décision. Puis, avant même qu'ils ne comprennent ce qui se passait, une lueur rouge s'éleva dans la nuit, dévoilant un sentier entre les arbres. Sinueux, obscur, plongeant au cœur même de la forêt. Ils s'y engagèrent, conscients qu'il n'y aurait pas de retour possible. Rockwold et le Leprechaun suivirent le chemin tortueux à travers les bois jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant un gigantesque chêne. Ses branches s'élevaient au vers le ciel et ses racines, semblables aux griffes d'une créature ancienne, s'enfonçaient profondément dans la terre. Mais ce ne fut pas l'arbre qui capta leur attention, mais ce qui reposait dans ses branches. Cela ressemblait à un nid d'oiseau, mais en bien plus grand, plus sombre. Des branches sèches et noircies par le temps s'y entremêlaient, formant une structure inquiétante parcourue de symboles étranges. « Qu'est-ce que c'est » demanda le Leprechaun, tendant le cou pour mieux discerner la forme de cette construction macabre. « Une demeure de sorcière » répondit Rockwold à voix basse, observant le nid avec une concentration fébrile, comme s'il pouvait s'animer d'un instant à l'autre. Les sorcières des bois vivent dans de tels lieux. Elles construisent ces nids où les forces de la forêt s'accumulent, où l'ombre et l'obscurité deviennent leur foyer. Le Leprechaun fronça les sourcils. Quelque chose dans cette structure lui semblait encore plus inquiétant que ce qu'il connaissait des sorcières. Ce nid est étrange. Ce n'est pas une habitation ordinaire de sorcières des bois, murmura-t-il. Il y a quelque chose ici, de plus ancien, de plus sombre. Rockwold hocha simplement la tête. Sans un mot, il sortit un petit sac de sa besace et commença à en répandre le contenu autour de l'arbre, traçant un cercle avec une précision méticuleuse. « Qu'est-ce que tu fais » demanda le Leprechaun, penchant la tête pour observer les gestes du loup-garou. « Des cendres d'un prêtre » répondit Rockwold d'un ton tendu, sa voix vibrante comme une corde prête à se rompre. « Je les ai apportées pour des situations comme celle-ci. Elles formeront une barrière que la sorcière ne pourra pas franchir facilement. » À peine avait-il terminé son cercle qu'une masse obscure, semblable à une ombre vivante, fondit sur lui depuis les hauteurs, poussant un cri effroyable. Des griffes, acérées comme des lames, jaillirent dans la nuit, et Rockwold eut juste le temps de lever le bras pour se protéger. Une douleur fulgurante lui traversa le flanc, lorsque les griffes de la sorcière déchirèrent sa chair, traçant des blessures profondes et sanglantes. « Bordel !» grogna-t-il, refoulant un gémissement de douleur. Mais la sorcière, les yeux rouges sang, se jeta de nouveau sur lui. Ses mouvements étaient rapides, inhumains, empreints d'une faim vorace. À cet instant, Rockwold comprit. Ce n'était pas une simple sorcière des bois. Il faisait face à une ancienne comtesse vampire, une créature ayant trouvé refuge dans ces forêts depuis des siècles. Son pouvoir dépassait de loin celui d'une sorcière ordinaire, et sa soif de sang la consumait. Rockwold se tendit, conscient que le combat serait à mort. La sorcière fondit sur lui, ses griffes visant sa gorge. Il esquiva de justesse, luttant pour maintenir une distance entre eux, bien qu'il sache que cela ne durerait pas longtemps. Blessé, épuisé, il parvint à reculer hors du cercle protégé par les cendres bénites. La sorcière s'arrêta net au bord de la barrière invisible, sifflant de rage. Ses yeux brûlaient de fureur et de haine, mais elle ne pouvait franchir cette ligne sacrée. Le loup-garou, à bout de souffle, s'appuya contre un arbre, palpant ses blessures sanglantes. « Tiens bon, barrière, tiens bon !» murmura-t-il en serrant les dents, tandis qu'il arrachait des morceaux de sa chemise pour panser ses plaies. Finalement, après avoir repris son souffle, Rockwold plongea la main dans sa poche et en sortit un vieux livre usé, un objet qu'un mage errant lui avait remis il y a bien longtemps. Feuilletant rapidement les pages jaunies, il trouva l'incantation qu'il recherchait. Il se concentra, murmurant les mots anciens, et lentement, une image spectrale prit forme dans sa paume. Un arc simple, fait de bois, dont la corde semblait tissée d'ombre. Les flèches, sombres et insaisissables, vibraient d'une magie ancienne. Rockwold savait qu'une créature comme elle, une vampire, ne pouvait être blessée que par de telles armes enchantées. Pendant ce temps, le Leprechaun, qui s'était réfugié derrière un rocher, observait la sorcière avec une nervosité palpable. Son regard passait sans cesse d'elle à Rockwold. « Qu'est-ce que tu prépares » murmura-t-il, la voix tendue. « Une diversion » répondit Rockwold d'un ton bas, masquant avec peine la douleur qui le tenaillait. « Phil, attire son attention et je tenterai d'en finir. » Le Leprechaun hocha la tête, sachant qu'il était inutile de discuter. Il attendit le bon moment, puis ramassa une pierre qu'il lança en direction de la sorcière pour attirer son regard. Les yeux rouges de la vampire se braquèrent instantanément sur lui, et l'instant d'après, elle se rua vers lui avec une vitesse inhumaine, réduisant la distance en un battement de cils. Le Leprechaun plongea sur le côté, esquivant de justesse ses griffes, puis s'élança vers un autre arbre. La sorcière le poursuivit, ignorant totalement que Rockwold, en silence, venait d'armer son arc spectral.
Il inspira profondément, concentra toute sa force sur la cible et relâcha la corde. La flèche fendit l'air en un sifflement, se fichant droit dans la poitrine de la vampire. Un cri strident déchira la forêt tandis qu'elle s'effondrait, son corps se tordant convulsivement. Rockvold, vacillant, se redressa en jurant contre la douleur et s'approcha d'elle. Il observa la créature qui se débattait, son corps exhalant des volutes de fumée, sa peau noircissant et se consumant sous l'effet du sort. Finalement, elle cessa de bouger. Rockvold expira longuement, ses muscles épuisés le lâchant alors qu'il tombait à genoux. Le leprechaun s'approche lentement, fixant le cadavre avec une admiration mêlée d'incrédulité. « Quelle journée !» marmonna-t-il. Un rire bref et involontaire secoua les deux compagnons. Ils laissèrent la sorcière derrière eux et reprirent leur route, s'éloignant d'un bois où les ombres s'étaient enfin dissipées et où les arbres cessaient de murmurer leurs sombres secrets. À mesure qu'ils avançaient, ils sentaient leur force revenir. Devant eux s'étendait un sentier, un nouveau voyage les attendait. Ainsi, ils quittèrent ces terres obscures, laissant derrière eux une simple traînée de cendres grises, vestige silencieux du combat contre celle qui avait trop longtemps fui ses ennemis.